Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes au 7e étage du complexe de la République au cœur de Pau pour enregistrer ces 3 webconférences de l'immobilier organisées comme le veut la tradition au printemps par les 3 quotidiens du Béarn, la République des Pyrénées, l'Éclair Pyrénées et le journal Sud-Ouest. Des rédactions mobilisées autour de thématiques déclinées à la fois avec des partenaires dont les logos vont s'afficher juste à côté de moi et déclinées à la fois, je le disais, en digital, mais également dans un supplément de 12 pages que vous avez peut-être déjà consulté puisqu'il paraît en même temps que nous mettons en ligne ces émissions réalisées dans les conditions du direct. Je vous invite donc toutes et tous à vous référer pour en savoir plus sur les grandes tendances du marché, sur les chiffres clés de celui-ci en Béarn, dans ce supplément 12 pages qui apparaît juste à côté de moi. Nicolas Robière, vous qui dirigez la rédaction de Pyrénées Presse, La République et l'Éclair, c'est un rendez-vous régulier que ce Pyrénées Écho consacré au logement, à l'habitat et avec les fameux chiffres clés des notaires que l'on retrouve dans la première webconférence. Peut-être que vous regardez celle-ci en premier. Consultez la première webconférence et consultez le supplément parce que vous avez une infographie précise qui nous dit à combien est valorisé dorénavant l'appartement que vous essayez de vendre chaque année en organisant ces conférences de l'immobilier. Figurez-vous que cette année, j'ai pas envie de vendre. Ah ben alors, Et non, ça voilà, change. ouais. J'ai redécouvert mon appartement avec le confinement. Il n'est pas si désagréable. Je vendrais bien mon bureau à la limite, mais pas forcément. mais pas l'appartement. Pas l'appartement. Non, pour pas me répéter, puisque il ne faut pas s'embrouiller, mais il y a plusieurs conférences. Effectivement, on donne les chiffres clés, on donne les tendances. Et je pense que cette troisième conférence va être intéressante et complétera les précédentes, parce que on vit un moment, je pense, très particulier dans le domaine de l'immobilier, dans le marché de l'immobilier. Je parle de douce euphorie, d'ailleurs, dans un des papiers qui est consacré à Julie Joannin et son agence, l'Agence, et vous nous expliquerez s'il y a bien une douce euphorie. Je sens qu'il y a une douce euphorie au niveau du BTP, et Sébastien Labourdette, vous nous le confirmerez, et une certaine euphorie, une certaine attente de la fibre, je pense, notamment dans certains coins reculés du Béarn, et ça, monsieur Darciard, vous le savez, et vous nous l'expliquerez aussi. Donc, je pense qu'on est, avec ces 3 webconférences et ces 12 pages, on donne un panorama, on brosse un panorama, je pense, d'une très complet, j'ai failli dire complétude, voilà, excusez-moi, un panorama très complet de la question, à un moment où beaucoup de gens, peut-être jamais les gens n'ont-ils autant pensé à vendre, acheter, et surtout à la manière dont ils habitent. Et oui, absolument. Alors, les tendances du marché de l'immobilier, de la construction à Pau et dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est donc le thème de cette 3e webconférence. On va parler de questions, on va parler d'attractivité, on va parler de nouveaux produits, on va essayer de répondre à des questions toutes simples. Ancien, neuf, avec ou sans jardin, avec du réseau ou déconnecté, avec des services, mais si oui, lesquels? Ça va être intéressant pour celles et ceux qui vivent sur ce territoire depuis déjà de nombreuses années, mais également pour celles et ceux qui rejoignent ce territoire depuis peu. C'est votre cas. Thibaut Serin, vous qui avez rejoint la rédaction du journal Sud-Ouest il y a quelques semaines à peine, quelle image d'abord vous aviez du Béarn, puisqu'on parle d'attractivité ici, quelle image vous aviez à trouver de ce territoire dans lequel maintenant vous exercez avec plaisir, joie et compétence? Tout à fait, le Béarn, c'est un territoire qui est complet. On parlait de ça tout à l'heure. On est à 1 heure de la montagne, on est à 1 heure de la mer. Donc ça, c'est vrai que pour un territoire, c'est une vraie attractivité. Alors, on parlait de douce euphorie. J'ai envie de poser la première question à Sébastien Labourdette pour le BTP. Est-ce qu'il y a une douce euphorie? On dit que quand le bâtiment va, tout va. Comment va le bâtiment en 2021? Sachant que Sébastien Labourdette, donc président de la fédération du BTP 64, l'année dernière, lorsque vous nous aviez rejoints pour ces conférences de l'immobilier, parce que moi je fais un petit peu l'ancien, vous savez, je suis là depuis longtemps, mais vous veniez d'être élu, et je vous entendais avec un côté très revendicatif, tout le monde l'avait noté ici, avec beaucoup d'inquiétude. Vous disiez il faut que ça reparte, attention, si les collectivités ne lancent pas des projets, etc., on ne s'en sortira pas, ça va être compliqué, etc., etc. Alors que là, on vous dit douce euphorie, voire même plus. Si on lit bien, il vous manque des postes, des emplois, les carnets de commandes sont pleins. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Bien, bonjour à tous et merci de nous accueillir sur ce plateau. Encore une fois, Eric, effectivement, on n'est pas tout à fait dans la même configuration que l'année dernière à même époque.
Donc, pour répondre à votre question, on a traversé une année très compliquée. C'est probablement notre agilité dans la profession qui nous a permis de rebondir sur l'année écoulée. L'année s'est effectivement passée avec une baisse de nos activités importantes sur nos métiers, doublée des élections locales, comme vous le saviez, au niveau des élections des communes et des villes. Donc on a eu une commande publique qui a été en berne la quasi-totalité de l'année. Le secteur de la construction s'est rétabli pour traverser depuis le début de l'année une période qui est bien plus intéressante, puisqu'on a des demandes importantes de travaux sur nos métiers, qui est probablement dû à deux phénomènes. Le premier qui est la commande publique qui a réellement été relancée avec certains reports de crédit et avec une collectivité publique qui a compris l'enjeu de la relance sur les métiers de la construction, et une partie privative dont on parlera probablement lors de cette table ronde, qui fait que les citoyens, je dirais, les habitants de notre pays ont reconsidéré ce qu'était le logement en général, avec une hausse des permis de construire sur le début de l'année sur la partie logement, qui est un phénomène très intéressant pour les métiers de la construction, puisque ça représente à peu près 50% de notre activité. Une activité qui fédère, regroupe, on peut le dire, 10 000 salariés là, au niveau des Pyrénées-Atlantiques, au travers des quelques 600 entreprises qui sont adhérentes chez vous, plus tous les autres artisans et corps de métier qui gravitent également dans cette grande famille du bâtiment. La famille du bâtiment, c'est je dirais une locomotive, un vecteur qui est très intéressant, puisque oui, Eric, c'est 16 000 salariés dans la construction sur les Pyrénées-Atlantiques, et c'est 4 000 entreprises. 4 000 entreprises, dont la plupart sont des artisans, puisque 90% de nos entreprises ont moins de 10 salariés, et 96% des communes du département ont une entreprise dans leur collectivité. Donc c'est quelque chose qui est puissant et très représenté dans le territoire. Et est-ce que les professionnels que vous représentez, on leur pose souvent la question, on construit ici, etc., parce que ça va être fibré bientôt? Est-ce qu'on vous le dit? Oui, Eric, c'est une nouvelle demande, effectivement. Aujourd'hui, sur la construction, la fibre est quelque chose qui est demandé dans les premières demandes, comme le sont tous les réseaux, l'énergie, la télécommunication, l'eau et les autres réseaux, mais la fibre devient le critère numéro 1. Je dis ça parce que juste à côté de vous, il y a donc Emmanuel Linciard, Nicolas l'a cité tout à l'heure, le directeur général de la Fibre 64, avec des intercommunalités du territoire. C'est le département des Pyrénées-Atlantiques qui a initié le 30 mai 2018 le syndicat mixte ouvert, la Fibre 64, donc, que vous dirigez. Vous êtes l'homme à qui, je pense, on pose le plus souvent la même question. Vous en êtes où? On est en plein dedans. Ah oui. On est en plein dedans. Autant l'an passé, on était en train de démarrer. Et comme toujours dans ces chantiers-là, souvent le début et la fin sont un petit peu poussifs. Là, en ce moment, on est en train de dépoter à tout va. Et il y a à peu près 72 000 logements qui sont d'ores et déjà raccordables à la fibre en Pyrénées-Atlantiques. On est à peu près au tiers du chantier. C'est 2003 toujours l'objectif. 2023, pardon, l'objectif. 2003, c'est le lancement du très haut débit à Pau. C'est pour ça que ça m'est resté. Mais 2023, l'objectif, chaque foyer, service public, entreprise, etc. du territoire, raccordé avec une bonne connectivité. Au moins raccordable. Au moins raccordable. Au moins raccordable. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est que 100% des logements et des entreprises situées sur les 534 communes que couvre le réseau d'initiative publique THD 64 soient effectivement raccordables à la fibre optique. Avec une attente, vous confirmez, Julie Joannin, qui est réelle partout, quel que soit l'endroit finalement où l'on souhaite habiter, lorsqu'on s'adresse à votre agence, l'agence d'ailleurs, baptisée ainsi, votre associé, M. Oriot, est présent ici, c'est l'agence par Joannin et Oriot. Elle est née cette agence est née finalement récemment, alors que vous êtes, on peut le dire, quelqu'un d'expérimenté dans le métier et avec une vision qui, au fil des années, fait que vous connaissez bien ce marché. Il y a 15 ans, on ne disait pas la fibre, c'est absolument indispensable. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et il y a 15 ans, si, on avait Internet. Mais oui. Quand j'ai commencé, c'était limite. Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, une quinzaine d'années... Je dis ça parce que vous avez démarré il y a 15 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais les piges, on n'avait pas d'ordinateur. Et puis, on les faisait sur le petit palois, sur la République, toutes ces... Oui. C'était la presse. Oui, mais ça a bien évolué, effectivement. C'est mais c'est une nouvelle demande, surtout avec les temps qui courent. C'est vrai que après le confinement, déjà, c'était une demande, mais c'est une demande de plus en plus impérative. Alors, ce n'est pas la seule demande, et le but aujourd'hui, messieurs, c'est justement de faire le tour un petit peu de ces nouvelles tendances affichées avec les uns et les autres. Qui veut démarrer? Je veux peut-être démarrer avec Julie Joannin.
Julie, je reviens à mon idée de douce euphorie. Les agents immobiliers aussi, pour les agents immobiliers aussi, la pandémie a laissé des traces, j'imagine. Hein. On se souvient de l'année dernière, vous ressortiez la tête hors de l'eau, vous étiez resté 3 mois en apnée sans pouvoir bouger ni faire quoi que ce soit. On avait senti une euphorie à ce moment-là. Et puis il y a eu d'autres confinements. On est dans une espèce d'ailleurs de semi-confinement. On en sort juste depuis lundi. Et d'ailleurs, on a tous enlevé nos masques, pardon, parce qu'on est vraiment distanciés. C'est important de le dire et de le préciser. Nous les remettons à chaque fin de conférence, de mouvement, mais vous voyez un petit peu la taille de la salle qu'il nous faut pour converser à 6 ou à 7 maximum et nous permettre de le faire sans les masques. C'est important de le préciser. Vous aussi, vous connaissez l'accroissement des mètres carrés là, pour les studios, zones de tournage, tout à pour fait, les studios, c'est un peu la même. Donc, Julie, la question, elle est là. Julie Joannin, c'est cette forme d'euphorie, vous la ressentez? C'est comme ça que vous définiriez le marché allez, et depuis quand surtout? Est-ce que c'est depuis début 2021? Est-ce que c'est depuis le 3 mai, auquel cas on a peu de recul? C'est quoi votre analyse de ces derniers mois? Je pense que ça ne s'est pas arrêté dès la fin du premier confinement. Effectivement, on en a beaucoup pâti. On n'a pas pu travailler pendant 3 mois et ceux qui ont essayé s'y sont frottés, mais il y a eu de lourdes sanctions. Donc non, vraiment, on a été à l'arrêt totalement. Et je pense que ça a profondément bouleversé les gens, déjà. Ça les a recentrés sur leur habitat et l'importance que pouvait avoir la maison et son chez-soi. Et ça a motivé beaucoup d'envie. D'agrandissement, de déménagement, d'extérieur, voire de déplacement, parce qu'on a découvert aussi le télétravail. Donc, ça ne s'est pas arrêté. Depuis la fin du premier confinement, ça a été croissant. La chance qu'on a eue, et on est un peu les rescapés de la crise, j'ai envie de dire, c'est qu'on a pu continuer à travailler. Quand vous dites rescapés, vous voulez dire qu'il y a des gens qui ont des agences immobilières qui ont du mal. Tout ce qui est le monde de la culture, tout ce qui est la restauration, tout ce qui est beaucoup de personnes ont souffert. Hein, voilà. Mais non, nous, on a pu continuer à travailler avec vraiment un engouement et avec des personnes justement qui avaient ou des horaires réduits ou alors qui, elles, étaient confinées et se sont occupées de faire des visites, des choses qu'elles ne faisaient peut-être pas avant. Donc, ça n'a pas arrêté et c'est plus qu'une douce euphorie. Hein, Mais vous avez vraiment l'impression, les uns les autres, que les demandes ont changé? Enfin, Julie, vous personnellement, les attentes ont vraiment changé? Parce que finalement, on parle d'une période qui est à l'échelle du temps, voire même à l'échelle d'un chantier. C'est court, 1 an. En 1 an, on a à ce point-là bouleversé notre façon d'appréhender l'habitat. Ah, mais complètement. Complètement. Mais c'est-à-dire qu'en fait, le fameux dicton métro, boulot, dodo, c'est ce que faisaient les gens, en réalité. Donc, ils passaient peu de temps chez eux. Mais quand vous êtes coincé chez vous pendant des mois, que vous n'avez pas le droit de sortir, parce que le premier confinement, ça a été ça, ça laisse des marques, hein, ça bouleverse beaucoup de monde. Donc, effectivement, ça a été je veux plus grand, je veux un extérieur, si jamais. Et puis, c'est surtout le fait de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir. Parce qu'on a confiné une première fois, on a confiné une deuxième fois, on a confiné une troisième fois. Les gens, maintenant, on vous parle de variants, etc., etc. Les gens ont peur. Donc, oui, ça a précipité tout ça, ça a accéléré l'histoire. Oui, du coup, on parle de télétravail, donc j'ai envie de me tourner vers vous, Monsieur Dinciart. Le fait d'apporter la fibre, c'est quoi? C'est ça qui permet de télétravailler dans les zones, dans les villes comme Oloron-Sainte-Marie, comme Navarinx. C'est ça qui le rend possible? Alors, ce qu'il y a de certain, en tout cas, c'est que le confinement a augmenté l'exigence à l'endroit des réseaux et que la solution la plus performante pour faire fonctionner ces réseaux, c'est la fibre optique. Il y a malgré tout d'autres solutions. Elles existent. Certaines sont d'ores et déjà déployées, accessibles. Mais ce qui permet d'aller plus loin, c'est certainement la fibre optique. À un moment où... finalement, avec le confinement, on a appris la vie immobile, on a appris à travailler par l'intermédiaire des réseaux, mais pas seulement, à se ravitailler, à se soigner, à s'éduquer, à se divertir. Tout arrivé finalement par les réseaux et à montrer plus encore notre besoin, notre exigence en matière de débit, où que l'on soit, où que l'on vive. Et comme cette table ronde parle d'attractivité de territoire, pour vous, il faut que les Pyrénées-Atlantiques, le Béarn en l'occurrence, revendiquent de plus en plus cette attractivité-là et finalement montrent à quel point ici, il y a la capacité à bien vivre et à bien travailler.
Ah oui, assurément, assurément. Et c'est le sens, je crois, hein, de l'engagement politique qui sous-tend l'action du syndicat et qui a été voulu par le département, par les intercommunalités. C'est qu'ici, en Pyrénées-Atlantiques, l'accès au très haut débit, finalement, c'est un droit. Et ça en fait effectivement un vecteur d'attractivité majeur. Vous le sentez quand les gens apportent la fibre, on vous jette des pétales de fleurs, on ouvre le champagne. On nous jette plutôt des pierres parce qu'on n'arrive pas assez vite. Oui, voilà. Ceux qui sont servis, en général, nous oublient assez vite et c'est mieux comme ça. Alors justement, c'est une question que je voulais vous poser. Alors, ce conducteur est complètement, vous avez compris, on a complètement bouleversé le conducteur, mais il va falloir s'adapter, il n'y a pas de problème. Justement, c'est la question que je voulais poser. On va revenir un peu à la pandémie sur le chantier de la fibre. Vous nous aviez dit que ça avait été poussif au début. Est-ce que c'est dû notamment au confinement, qu'il y a eu des retards, et est-ce que ces retards sont rattrapables, déjà rattrapés? Alors, ce n'est pas seulement dû au confinement, mais le confinement, évidemment, n'a rien arrangé. Pour autant, on a été, avec les métiers du BTP, les premiers à reprendre. Donc, on a probablement été l'industrie qui a été le moins longtemps immobilisée. Le retard, on essaiera de le rattraper. On verra en 2023, lorsqu'on sera sur la ligne d'arrivée, si il est devant nous ou derrière nous. Il y a d'autres exigences, Sébastien Laborde, parce qu'on a beaucoup parlé de la fibre là, depuis le début, mais il y a d'autres exigences. Thibault, vous en avez repéré certaines peut-être? Non, je voulais revenir sur ce que vous disiez. Le confinement a fait quelques retards. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à ces retards? Attention, notamment sur les matières premières. On a une pénurie de câbles. Il y a également des pénuries sur certains composants électroniques qu'on observe, effectivement. Ouais. Allez, on va revenir peut-être au cœur du sujet, quitter l'effet confinement, même si finalement, c'est une de ses conclusions. Julie Joannin nous disait les gens ont beaucoup réfléchi à la manière d'habiter, parce qu'ils sont restés chez eux beaucoup plus longtemps. C'est d'une logique imparable. Sébastien Labourdette, vous qui construisez pour les gens, les maisons, les appartements, en tout cas la Fédération Bâtiment, c'est pas que vous tout seul, et vous nous direz d'ailleurs que vous avez besoin de bras. Est-ce que vous voyez apparaître déjà ces nouvelles exigences, ces nouvelles demandes de clients? C'est quoi les tendances en ce moment dans la manière d'habiter? Les tendances ont complètement changé. Quand en 2020, on a perdu 10% de mise en chantier de permis de construire sur le volume global, les Pyrénées-Atlantiques construisent 4400 logements par an, neufs. Depuis le 1er janvier 2021, sur 3 mois, on a observé une hausse de 39% sur les dépôts de permis de construire sur le logement. C'est réellement le secteur de la construction qui a pris de plein fouet l'effet post-Covid sur les changements de tendance, sur la reconsidération de ce qu'est le logement. Le logement est devenu aujourd'hui, après toutes les crises sanitaires et les différents confinements, l'objet numéro 1 du confort de vie personnel pour la famille, pour l'habitat, pour le lien avec l'emploi et le travail, comme vous le disiez au titre du télétravail. Donc le logement est devenu au centre des préoccupations de nos citoyens. Les Pyrénées-Atlantiques s'en sortent bien, puisqu'avec 4400 logements, on est le deuxième département de Nouvelle-Aquitaine derrière la Gironde. Donc il y a un réel intérêt pour l'attractivité du Béarn et des Pyrénées-Atlantiques autour de la mutation des personnes vers des territoires, je dirais, un peu moins denses, avec par contre des atouts, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le territoire avec la montagne et la mer, mais aussi avec la connexion au réseau pour pouvoir continuer malgré tout à exercer son activité professionnelle. Mais il vous réclame quel type de bien? Enfin, il réclame aux professionnels que vous représentez. Quel type de bien? Julie, vous pourrez revenir également là-dessus. Des maisons plutôt individuelles, des jardiniers, d'accord, mais il n'y a pas assez de surface au sol pour construire tout ça pour tout le monde. C'est complémentaire. En fonction des territoires, on a une réelle attractivité aujourd'hui sur les périphéries de grandes villes, sur du lotissement, sur de la résidence pavillonnaire, avec effectivement une petite maison et un espace extérieur, d'où le confinement qui aura probablement généré ces envies-là. Mais je dirais complémentaire parce que les cœurs de ville et les centres de ville, avec d'autres objectifs et d'autres populations, sont aussi demandés. Mais je dirais que c'est plutôt des villes de moyenne taille, comme Les Paux ou Bayonne, au détriment de grandes métropoles comme Paris, Bordeaux peut-être, qui sont aujourd'hui un peu plus délaissées de par les contraintes que ça apporte. Ça c'est aussi quelque chose que vous constatez, Julie Joannin, peut-être des gens qui quittent des grandes métropoles pour venir sur des villes à taille humaine davantage? Oui, nous, l'euphorie, elle touche vraiment tout le monde.
C'est-à-dire que ça, on le retrouve et c'est très étonnant. J'ai des personnes qui viennent acheter pour leur retraite, mais de tout budget, mais de très jolis budgets, qui achètent et qui mettent en location. C'est-à-dire, ils me disent, moi, je serai à la retraite dans 5 ou 6 ans. Donc, là, j'ai vendu un appartement, 100 mètres carrés, 350 000 €. Il est très joli, très bien placé, du côté de la place Royale. Et les gens ne souhaitent pas l'habiter de suite. Locataires? Pardon? Ou ils trouvent des locataires ou ils s'imaginent on trouve des locataires. Mais enfin, Tout le parce monde a que- envie d'être locataire de la place Royale. Ouais. Exactement. Et puis, aller chercher pour habiter, c'est vrai, bon, ça, c'était la table ronde d'avant, mais trouver des grandes superficies, à l'achat, c'est une chose, mais en location, il y a des gens qui sont très citadins, qui ont des enfants, qui ont envie d'habiter en ville et qui ont beaucoup de mal, qui sont contraints à aller habiter en agglomération ou voilà. Dans le centre-ville, c'est très difficile de trouver des 100, 150 mètres carrés, et alors notamment en location, ça on les loue de suite et on les loue très très bien. Oui, oui. Donc on a des étrangers, oui, enfin des étrangers. On a des personnes extérieures au territoire béarnais, on va dire, qui viennent. On a beaucoup d'investisseurs aussi, de Bordeaux, de Toulouse. On a un prix de petite surface qui a complètement explosé. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher là? Ils viennent chercher de la rentabilité. C'est un volet qu'on voit beaucoup moins, qui est peut-être pas encore visible, mais pour nous, il est très visible. On a des personnes qui ont peur des conséquences du Covid et notamment de la crise économique. Ils pressentent une crise économique à venir. Et donc, la confiance dans les banques reste relative. Donc, ce sont des personnes qui ne font pas de crédit, qui préfèrent investir. La pierre valeur refuge, on l'a dit aussi au cours des dernières tables rondes, et donc qui achètent. Alors, ils ne vont pas chercher ce que le Palois cherchait à l'époque, un 9 ou 10% de rentabilité, mais ils vont acheter peut-être à 4 ou 5% de rentabilité. Ils savent que... Alors, ils sont très attentifs à la qualité du bien qu'ils achètent. Ils sont conscients qu'ils le surpayent, mais leur argent est placé et ils savent qu'ils le revendront toujours et qu'ils vont en plus récupérer une bonne rentabilité derrière parce que c'est toujours mieux qu'à la banque, 4 ou 5%. Donc, on a vraiment cette partie-là qui fait que des studios qu'on vendait à 40 ou 45 000 € sont passés à 60 65 000 €. Donc, c'est une réelle hausse au niveau de ces prix-là. Cette progression des prix, les notaires nous l'a confirmé, hein, une autre table ronde. En revanche, il est important de dire, peut-être, Julie, qu'on est évidemment, et je poserai la question aussi à Sébastien Labourdette, parce qu'il est président départemental, on est évidemment à des années-lumière de ce qu'il pratique sur la côte, mine de rien. Bien sûr. On n'a pas du tout, à 1 heure de route, on n'a pas du tout le même marché. Et merci d'ailleurs à la Côte Basque, parce que tous les investisseurs de la Côte Basque viennent acheter à Pau, clairement. Donc, non, on n'est pas du tout sur les mêmes profils. Alors, on a un lien direct quand même entre la Côte Basque ou la Côte Landaise et Pau. Beaucoup de personnes aiment avoir ou un pied-à-terre pour aller à la mer, que ce soit saison ou hors saison d'ailleurs. Et donc, on a quand même un lien naturel entre les deux territoires. Mais on a des marchés qui sont complètement différents. Oui. Sébastien Labourdette? C'est complémentaire. On a effectivement justement cet effet ville de moyenne taille un peu reculée sur le territoire qui fait qu'on bénéficie de certaines villes périphériques qui sont beaucoup plus chères que nous. Et donc on a un coût de l'habitat malgré tout sur le Béarn qui est très très bas, qui correspond à un rapport qualité-prix très intéressant puisqu'on a un territoire attractif de par sa configuration avec un coût immobilier qui est tout à fait relatif et qui n'a rien de comparable, comme vous le disiez, avec le secteur de la Côte Basque par exemple. Et je dirais que, comme le disait Julie, il y a une demande qui est complémentaire, qui est différente, mais il y a de la place pour tout le monde. Emmanuel Danciard, bon, vous posez de la fibre, donc vous n'allez peut-être pas nous dire, mais est-ce que cette attractivité, vous la sentez, et vous sentez qu'en fait, à partir du moment où on connecte un territoire, il gagne en attractivité? Oui, indéniablement. D'abord parce qu'on a des entreprises qui nous la réclament à corps et à cri. Ouais. Et ensuite parce qu'effectivement, on a aussi des particuliers qui sont parfois effectivement repoussés de la Côte Basque vers l'intérieur du département et qui posent la fibre en exigence. Hein. Et puis, on voit d'ailleurs, à mesure que le réseau se déploie, pénétration de l'offre fibre optique qui est beaucoup plus marquée dans certains territoires que dans d'autres. Lesquels, par exemple? Bon, on a par exemple un démarrage, c'est absolument extraordinaire, le démarrage de la commercialisation de la fibre optique sur Salis, ou sur Oloron, ou sur Aurillac, ou sur Naï actuellement, où c'est vraiment très très marqué. C'est peut-être parce qu'avant, c'était des territoires, ceux-là comme d'autres, hein, sur lesquels la connectivité faisait vraiment défaut. C'est-à-dire que là, on passe à quelque chose qui est radicalement différent.
Peut-être, il y avait déjà des offres d'accès au haut débit qui étaient intéressantes, mais la fibre devient un confort et à mesure qu'on multiplie les appareils connectés, ça devient une nécessité. Est-ce qu'il y a des zones plus compliquées que d'autres à fibrer? Oui, bien sûr, oui. Mais ça, c'est l'histoire des réseaux. Hein. Une zone plus elle est dense, plus elle est simple à équiper. C'est les territoires où il y a le moins de densité sont les plus compliqués. C'est quoi? C'est Nord-Béarn, Nord-Est Béarn, exactement? Nord-Est Béarn en particulier, oui. Et est-ce que le fait que les maisons vont être donc connectées, on a parlé du télétravail, on a parlé des usages, on va dire loisirs, etc. Mais est-ce que ça peut avoir une incidence directe sur les demandes des clients par rapport à la maison en effet connectée, par rapport à plus de technologie dans la maison et donc à des métiers qui, chez vous, dans le BTP, pour les livraisons, devraient évoluer également en ce sens? Tout à fait. On a aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, un programme qui est autour de la rénovation énergétique des bâtiments, de la domotique, de l'amélioration du confort des logements, qui est en lien direct avec ce que vous venez de décrire, puisqu'aujourd'hui, une maison connectée, par exemple, vous ne pourrez fermer vos stores de façon dématérialisée en domotique que si vous êtes prééquipé, précablé par la fibre optique. Donc, dans nos métiers, on a aussi des métiers qui sont en cours d'évolution, voire des métiers nouveaux autour de ce confort de l'habitat qui génère de la formation, qui génère de l'emploi lié à l'arrivée de la fibre, par exemple, et indirectement sur les métiers de la construction qui ont muté autour de ces nouvelles donnes. On reviendra sur la RE 2020 si vous voulez. Je voulais interroger Julie et continuer, poursuivre en dire sur l'attractivité. Vous m'aviez dit, je vais dans le journal, donc qu'en gros, Pau, pour revenir sur Pau, avait regagné une attractivité, que peut-être elle l'a regagnée enfin après 10 ans de difficultés et de crise finalement. Et là, on parle évidemment immobilier. Est-ce que ça, vous confirmez? Est-ce que ça ne sont que des tendances? Et est-ce que vous voyez à long terme une vigueur nouvelle ou en tout cas durable du marché de l'immobilier sur Pau et sur l'agglo? Oui, j'ai envie d'être confiante. Je pense que cet engouement va continuer. Effectivement, on sort de un peu plus de 10 ans de pénitence, notamment sur le centre-ville de Pau, parce qu'une ville qui se transforme, c'est long, des travaux, c'est long. Il y a eu tous les changements de sens, de circulation. Il y a eu le parking de Clémenceau, il y a eu la piétonisation, il y a eu les halles, il y a le foirail. Voilà. Mais on se rend compte que ça y est, les gens enfin retrouvent, on allie les piétons avec les voitures, on circule, on a toujours un peu de mal à se garer, certes, mais la ville s'embellit. Voilà. Donc, les gens ont retrouvé le goût de venir vivre en centre-ville. On a de plus en plus de demandes sur le centre-ville. Et ça, on le remarque, et ça, c'est le marché qui parle. Quand vous rentrez... Nous, bon, alors, dans notre agence, on ne travaille qu'en exclusivité. Mais on a même abaissé le concept, une exclusivité, il faut savoir que normalement, c'est 3 mois. Nous, on l'a rabaissé à 2 mois avec nos clients. Parce que les biens qui sont au prix, on les vend entre 1 semaine et 3 semaines. En 1 mois, les biens sont vendus. Qu'est-ce que c'est de l'ancien rénové? C'est de l'ancien rénové? De tout. On a beaucoup de dispositifs, on a beaucoup d'aides à la rénovation aussi. Donc, on va trouver des personnes qui achètent des choses à rénover parce qu'ils ont envie de créer leur intérieur. On va trouver des personnes qui n'ont pas du tout envie de s'embêter avec des travaux, qui sont pressées ou par une mutation, ou par les enfants à être à l'école, etc. Donc, ils sont régis par le temps et eux veulent acheter des choses qui sont totalement rénovées. Donc, on trouve vraiment, il y a de la demande sur tous les secteurs. Oui. Et Sébastien, pardon, l'abordage sur ce point-là, le fait qu'il y ait des dispositifs, vous avez souvent appelé, vous, à la profession, etc., à dire il faut que l'État incite, les dispositifs du plan de relance, ils ont un impact direct sur les commandes que vous pouvez avoir? Les dispositifs de plan de relance sont en cours d'exécution, je dirais, à différents niveaux. Julie parlait d'autres dispositifs. Non, mais pour les particuliers. Les particuliers, oui. Vous avez des programmes autour de l'Action Cœur de Ville qui fait qu'on a de la construction en cœur de ville parce qu'il y a des dispositifs. Vous avez des programmes type en rue sur le quartier Saragosse, pour ne parler que de Pau, qui va faire une mutation du quartier grâce à des dispositifs d'accompagnement. Le plan de relance, lui, fait figurer en son sein tout un tas de dispositifs pour le particulier sur la rénovation énergétique. On parle de 7,4 milliards par an, quand la rénovation énergétique reste aujourd'hui, je parlais du confort du logement, une des premières préoccupations des habitants et des personnes qui ont un projet de construction.
Alors, il y a tellement de demandes que... alors, c'est peut-être un témoignage personnel, mais c'est qu'on n'arrive plus à avoir un artisan. On a économisé un peu d'argent pendant le confinement. On veut refaire, je ne sais pas, la salle de bain, la cuisine. C'est la liste d'attente, quoi. On en est quand même là, non, finalement. On a l'impression d'une espèce de saturation, finalement, des professionnels du bâtiment qui a du mal à répondre. Alors, c'est peut-être des petits chantiers. Dites-nous ça, si c'est... Nicolas, vous n'avez pas les bons numéros. Vous ne m'avez pas appelé à moi. Pourtant, j'ai votre portable, mais je n'ose pas m'en servir. Et je pense qu'effectivement, dans toute cette relance, je dirais qu'on a deux mondes qui se percutent. Donc l'activité qui redémarre, qui augmente, et parallèlement, on est en phase de recrutement forte sur nos métiers qui étaient déjà un peu en tension sur l'emploi avant le Covid. Clairement, on a des outils et des dispositifs au niveau de la fédération du BTP qui va satisfaire à votre demande, puisqu'on a un outil qui s'appelle Calibat, qui est un processus de certification et de qualification des entreprises, et qui fait que toutes ces entreprises appelées donneront suite forcément à une demande, avec un délai, avec un devis, avec un rappel, éventuellement un premier contact. Et je peux comprendre que dans ce milieu-là, où on est nombreux à faire de la construction dans le département et en France, où il y a toute typologie d'entreprises, nous, on représente une profession aujourd'hui qui est qualifiée, qui est structurée, qui a une organisation en place en son sein et qui fait que derrière, on donne normalement suite à vos demandes et dans des délais raisonnables pour répondre à votre question. Alors, Thibault. oui, il y a la réglementation environnementale, c'est de ça dont on parlait quand on parlait de RE tout à l'heure. Elle se renforce. En quoi elle se renforce d'ailleurs et comment ça impacte le prix final et le prix que vous mettez sur la table pour construire des logements? Alors, ça va forcément impacter le prix à la hausse. Par contre, il faudra bien regarder ce que constitue aujourd'hui le prix d'un logement. Il conviendra de rajouter au prix de la construction ce qu'était le coût de fonctionnement du logement derrière, notamment en termes de mensualité autour de l'énergie, autour de la facture d'électricité, autour de la facture de gaz. Et quand on met tout ça bout à bout, on est sur un coût de construction à l'état égal à zéro, puisqu'on n'a pas forcément de surcoût final. Par contre, on a réellement gagné en confort de vie. Et c'est ce qui est une des demandes premières de nos citoyens. C'est pour ça que la RE 2020 va vers ce genre de demande et d'aide, puisque c'est une demande finale du consommateur. Julie Joannin, est-ce que le consommateur, l'acheteur, le futur acheteur dans le centre-ville de Pau ou ailleurs d'ailleurs, il regarde ça? Est-ce que maintenant, ça fait partie des choses qu'on regarde? On a dit la fibre, ça c'est évident. Ouais. Mais est-ce qu'on regarde aussi si les fenêtres elles sont bien isolées? Je sais que ça fait partie d'ailleurs des critères désormais de vente des appartements. Vous pouvez nous expliquer ça? Les gens sont de plus en plus attentifs à ça pour plusieurs raisons. Bon, déjà pour le confort de vie, pour le bruit, pour l'économie, parce que les dépenses mensuelles, que ce soit en gaz, en électricité, en chauffage, ça importe beaucoup. On a de nouvelles réglementations aussi qui vont bientôt nous interdire de louer ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Donc les personnes font très attention aussi à l'argent qu'ils investissent. Il y a l'engouement pour l'achat, certes, mais l'achat, même s'il est très rapide, il est réfléchi. Donc, c'est quelque chose qui joue. Et si jamais le double vitrage n'est pas changé ou si jamais les notes énergétiques ne sont pas bonnes, là où il n'y a pas négociation, où il y a très peu de négociations quand les biens sont rénovés, là, il y aura une marge. Les gens vont demander à négocier pour changer le double vitrage ou autre. Et ils vous demandent des choses précises concernant les matériaux, parce que là, évidemment, on va parler vitrage, isolation énergétique, etc. Mais sur les matériaux, et l'un et l'autre, là, il y a une évolution des tendances, les demandes, ou pas? Moi, de mon côté, alors il y a toujours des spécialistes, donc Oui. il y a des spécialistes qui vont vous demander, etc. Mais ça reste quand même assez rare. C'est vraiment des questions générales, globales. Voilà. Sébastien? Oui, on a effectivement une tendance sur le changement de matériaux qui fait que, par exemple, un domaine comme le bois, les constructions en bois sont un peu plus demandées qu'avant. Ce qui génère d'ailleurs une tension des coûts des matières premières sur ces produits, parce que quand on a voulu raisonner à l'échelle de la planète un côté environnemental, notamment autour du bois, contre certains produits, on ne s'était peut-être pas aperçu qu'on allait manquer de matériaux, notamment de ce type de matériaux-là, le bois. Ça, c'est intéressant. Il y a une pénurie de bois, ça augmente, ce qui veut dire que finalement, le bois n'est pas forcément la meilleure des solutions sur cette question-là, quoi.
Vous savez, on ne va pas refaire ce qu'est aujourd'hui la réflexion autour de la rénovation énergétique. C'est vrai aussi pour les véhicules électriques, pour l'hydrogène, c'est un sujet d'actualité. En tout cas, dans le cadre de la construction, effectivement, le bois peut paraître être une solution à l'échelle locale quand on dit qu'on a des bois classés sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques. Oui, c'est vrai, sauf que quand on le remet dans le contexte de la construction au sens large, je vous parle de 4400 logements par an dans les Pyrénées-Atlantiques, je vous mets au défi de trouver suffisamment d'arbres dans le département pour aller faire des constructions en bois, ne serait-ce que sur 10% du volume. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va en chercher au Canada, on va en chercher dans les pays de l'Est. Et là, je pense que quand on raisonne ça à l'échelle générale du problème, on recrée d'autres problématiques, d'autres contraintes, qui fait que le bois, précisément, est passé de 320 € le mètre cube à 750 € le mètre cube depuis le début du mois de mai. Ouais, impressionnant. Si on exagère un peu là ce qu'on est en train de se dire, si on fait un jeu d'esprit, vous Pas êtes... votre genre d'exagérer. Non, jamais, jamais, vous savez bien. Vous êtes en train de dire que le métier pourrait être sous tension pour le côté main-d'œuvre, humain, etc. Qu'il pourrait être sous tension demain pour les matières premières. Donc, quand on vous demandez, est-ce que, je ne parle même pas du foncier, du prix du foncier, etc. Quand on va vous demander tout à l'heure, est-ce que c'est le moment de construire ? Oui, mais ça ne l'est pas moins qu'il y a un an. Parce qu'on aura toujours besoin de logements, on aura toujours besoin de se mettre à l'abri. Alors la question de l'emploi... non, mais est-ce que demain, les logements qui vont arriver vont pas être beaucoup plus chers que ceux d'aujourd'hui ? Ils seront probablement plus chers, beaucoup plus chers non, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on reste sur un coût de construction en mètre carré ici localement qui est raisonnable. Donc on aura forcément une hausse des prix, comme globalement le sera tout ce qu'on achète au quotidien. Vous faites vos courses, vous ne les payez pas moins cher qu'il y a un an, ni le plein de votre véhicule. On a tout un tas de sujets qui ont augmenté. L'effet Covid autour de ces hausses, je ne le connais pas réellement. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'on a un surcoût de la construction qui progressivement prend le pas sur le coût de la main-d'œuvre, par exemple. Julie, je vous ai vu hocher la tête. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous acquiesciez ou si vous aviez une précision à apporter. C'est les polémiques sur les courses et sur l'essence. Ah, sur le coût de la vie. Mais est-ce que cette hausse, en tout cas, est-ce qu'il pourrait y avoir une hausse davantage pour la rénovation ou pour la construction du neuf, selon vous ? Ce n'est pas les mêmes sujets. La rénovation va être sur un coût qui est un peu plus stable puisqu'on va continuer à travailler de la main-d'œuvre avec une part fourniture, je dirais, qui est un peu moins importante qu'une construction neuve. Donc on aura forcément des coûts de rénovation qui seront un peu plus proches de la réalité, l'ancienne réalité, je dirais, que ce que sera la construction neuve. Moi, je me dis une question. Je n'ai pas réussi à poser la précédente table ronde. Il y a quelque chose de paradoxal. On nous a dit, pendant les confinements, on avait besoin d'air, on avait besoin d'espace. Or, Julie Joannin, vous nous expliquez, vous avez une agence à Pau qui s'appelle l'Agence, qui est très conceptuelle. D'ailleurs, vous pourrez nous parler du concept, parce que vous n'avez pas de vitrine, vous n'avez pas de photos de l'appartement, tout ça. Et vous me dites, on réclame du centre-ville. Je ne vois pas trop la logique d'aller en centre-ville si on a besoin d'espace. Alors, vous avez des personnes, ça c'est des façons de vivre. Les personnes qui sont citadines, qui aiment aller, alors quand tout fonctionne, mais avoir le restaurant en bas de chez lui, ses courses à côté, ses petits commerçants, jamais il ira aller vivre à Gelos ou autre. Voilà. Et donc, ça n'empêche que peut-être que cette personne-là, elle était logée dans un T2 ou dans un T3. Et donc, les gens ont envie d'espace. Quand vous avez un T3, les chambres sont petites, mais quand vous passez avec votre enfant qui est en bas âge, 3 mois enfermé, on se dit peut-être qu'avec un salon un peu plus grand, une chambre un peu plus grande, etc., on a des envies de grandeur, on a besoin d'être aéré, on a besoin peut-être aussi d'un extérieur, donc d'un balcon ou des choses comme ça. Et donc, bon, une personne qui est urbaine, qui est citadine, restera en centre-ville de toute façon. Alors, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais Sébastien Lauberdet, tu nous parlais aussi de l'explosion des pavillons, on va dire, périphériques. Alors, il y a plus de monde en Béarn ou c'est quoi le... Alors l'explosion des pavillons périphériques, elle est relative parce que de toute façon, les différents projets de loi successifs ne permettront pas d'imperméabiliser des sols à outrance sur les communes périphériques. Donc je dirais que les PLUI aujourd'hui qui sont en vigueur vont limiter naturellement ces demandes. En revanche, oui, il y a une demande complémentaire sur ces zones qui n'avait pas été effective sur les dernières années. Pas à ce niveau-là en tout cas. Nous allons arriver au bout de cette table ronde dans quelques instants. Cette table ronde a beaucoup parlé de Pau, mais pas que, là, parce qu'on voit bien qu'au travers de vos témoignages, d'ailleurs, les uns les autres, et en particulier vous, messieurs, on voit bien que ces tendances que l'on
dont on parle, cette attractivité que l'on pointe du doigt, elle touche l'ensemble du Béarn, l'ensemble du territoire. Vous avez su pointer les atouts, évidemment, de celui-ci, la complémentarité entre l'équipement, le cadre de vie, évidemment l'accessibilité au réseau, qu'il soit routier, de transport, mais qu'il soit dorénavant au niveau de la fibre. Ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, parce que aussi on a des voisins qui sont déjà très chers, les Basques, etc., plus que jamais, jouer la carte du Béarn, c'est jouer une carte gagnante. Je le dis pour ceux qui pourraient voir cette conférence tout à fait à l'extérieur, très très loin, qu'on ait vraiment, et que ce n'est pas parce qu'on parle entre nous au 7e étage du complexe de la République, qu'on a vraiment des atouts et que ça vaut le coup de venir habiter chez nous. Moi, je vais vous en donner un argument capital, c'est l'emploi. On a aujourd'hui sur le département 400 offres d'emploi qualifiées. Donc, on accueillera à partir d'aujourd'hui tous les bras qui voudront bien venir nous rejoindre. Donc, l'attractivité, au moins dans nos métiers sur le Béarn, a bien lieu puisque les demandes sont là. Pour travailler ce sujet de l'emploi, on a travaillé beaucoup autour de l'apprentissage puisqu'on a réalisé en 2020 800 contrats d'apprentissage sur le département. Donc c'est un vrai vecteur d'attractivité d'avoir une activité économique qui va avec l'emploi et avec le logement, parce qu'on a beaucoup parlé de logement. Si on n'a pas l'activité économique derrière qui permettra aux gens de venir se loger pour y travailler, ça ne marchera pas. Donc l'attractivité du Béarn, oui, j'y crois encore plus que l'année dernière à même date, parce que je dirais qu'on a des atouts naturels qui nous permettent d'être en avance sur d'autres territoires. Et je dirais que le fait que l'emploi soit créé dans ce territoire-là sera forcément quelque chose qui permettra à certaines populations de venir habiter chez nous. Monsieur Danciard. Ça m'est difficile de répondre à cette question parce que mes employeurs ont l'équité territoriale tout à fait, au corps. tout à fait. Mais oui, effectivement, les réseaux, c'est évidemment un vecteur d'attractivité pour les Pyrénées-Atlantiques, dont le Béarn. Du reste, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on va franchir dans les prochains jours le cap des 10 000 abonnés sur le réseau. Donc ça, c'est une réalité pour ces gens-là. Et la preuve que c'était bien l'axe qu'il fallait poursuivre pour l'équipement en termes de réseau. Me permet de signaler également que l'attractivité, ce n'est pas seulement par le biais de la fibre optique qu'on va la cultiver en matière de réseau de télécommunications. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en attendant que la fibre ne se déploie, parce que malheureusement, cela prend du temps. Ça reste un réseau qui est à construire, qui sera construit beaucoup plus rapidement que les réseaux électriques, les réseaux d'eau, les réseaux de téléphone qui ont été construits par le passé, mais qui vont quand même prendre du temps à être construits. Donc beaucoup de solutions alternatives qui sont promues par les collectivités locales et la fibre 64 autour de la DSL, autour de la 4G. Nous avons un réseau hertzien départemental 4G qui est disponible depuis le début de l'année et qui est souvent une alternative crédible à la fibre optique pour celles et ceux qui n'ont pas une liaison ADSL de bonne qualité et qui est grandement disponible dans le Béarn, ce qui renforce encore son attractivité. Julie ? J'ai envie de dire que beaucoup l'ont déjà compris. Nous, on le voit dans l'immobilier, dans les transactions. On a de plus en plus de personnes extérieures à la ville qui viennent investir, qui viennent placer leur argent sur Pau, que ce soit pour de l'habitation principale ou de l'habitation à venir. Donc, et vous rajoutez le côté placement sur Pau, peut-être qu'il nous manquait dans les précédentes tables rondes d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Beaucoup de placements sur Pau. Non, c'est très bien. Et je pense que ça va continuer. Bon, Thibault, vous avez bien fait de venir ici, c'est un bon placement. Oui, alors pour l'instant, je suis en location. Mais ils vont vous convaincre. Oui. Si je fais construire, je n'hésiterai pas à venir vous voir pour la chose. Très bien. Nicolas, pour terminer. Allez, une petite conclusion. Eric, ça fait combien de temps qu'on fait des conférences de l'IMO ? Alors, moi, je pense qu'on est à la 10e. Mais, oui, non, mais pas moi. Pas vous. Je pense que ça fait 5 ans. En tout cas, Virginie Berthaud pour Sud-Ouest. Minima, oui, voilà, 6. Voilà, on me confirme, comment ils disent, en coulisses, que c'est 6. Je crois que les 5 premières fois, on a répété « c'est le moment d'acheter ». Oui. C'était à peu près ça. On ne savait plus comment titrer nos suppléments. C'est vrai. Parce qu'on arrivait toujours à la conclusion de « c'est le moment d'acheter ». En gros, qu'est-ce que ça voulait dire ? Les prix étaient au plus bas. Les emprunts étaient au plus bas, mais le marché était au plus bas aussi. Enfin, c'est ce qu'on pouvait comprendre. En tout cas, qu'il n'avait pas vraiment redémarré. Et là, cette fois-ci, en titre, je crois que c'est l'heure de la reprise. Ça y est, on va arrêter de dire c'est le moment d'acheter. J'ai l'impression que ça y est, les gens ont compris. Le message est passé et les gens se mettent à acheter, vendre et qu'on ressent finalement un marché qui repart à la hausse, en tout cas, ou qui part à la hausse, étant donné le nombre de fois où on disait c'est le moment d'acheter parce que finalement les prix étaient au plus bas. Je pense qu'on peut dire ça et qu'en fait,
visiblement, on est en train là de sortir d'une sorte de crise qui a duré quand même presque 10 ans. Sur Pau, sur le Béarn, c'est peut-être pas évident partout. Je crois que la fibre jouera beaucoup, peut-être aussi la pression immobilière sur le Pays Basque, les nouvelles réglementations. Thibault me faisait remarquer qu'il y a de nouvelles lois qui sont en train de passer là, sur l'artificialisation des sols qui va être encore diminuée. Ce sera peut-être, effectivement, on est peut-être à la veille là, d'une décennie de progression. En tout cas, si vous nous rejoignez sur ce territoire, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien connecté. Ça vous permettra de suivre toute l'actualité de la République et Sud-Ouest sur larépublique.fr, sur sudouest.fr. Et puis surtout, n'oubliez pas de commander également à celui qui va construire votre maison une petite boîte aux lettres pour que le journal arrive le matin par abonnement à 5 h du matin. Vous y retrouverez notamment le supplément immobilier qui est paru ce jour, en même temps que la version digitale de celui-ci que nous venons de produire ensemble. Merci. Et puis rendez-vous à l'année prochaine. Ils ont 1 an pour trouver le bon titre des prochaines On dira conférences. c'est le moment de vendre. C'est peut-être ça, tout simplement. Merci, à très bientôt.